Oublions la caméra pour cette conversation à l'occasion à la fois de notre série cinéphile évidemment, puisque cher Michel tu interviens dans cette série après Gabriel Matzneff, Philippe Dugue et Alain Pocard parmi les plus récents, puis bientôt Alfred Ebel qu'on va essayer de monter le plus rapidement possible. Mais nous t'interrogeons aussi à l'occasion de la sortie de La République n'a pas besoin de savants, qui sont des entretiens avec le critique cinéma d'ailleurs d'Éléments, de ton successeur, on peut le dire, Ludovic Maubreuil, livre dans lequel tu évoques évidemment beaucoup le cinéma, pas seulement, puisque tu évoques, c'est un livre de mémoire, tu évoques aussi ton parcours à la fois politique, littéraire, musical, tes goûts en matière de musique, mais ce qui va nous intéresser, c'est le cinéma. Alors la première question que je vais te poser, elle est très simple. Est-ce que tu as quels sont tes premiers souvenirs de spectateur et quelle est l'origine de cette passion pour le cinéma ? Cette passion pour le cinéma, elle était partagée par tous les enfants de ma génération à l'âge disons, entre 8 et 12 ans. Les seules distractions qui existaient, en province en tout cas, mais même ailleurs, c'était le cinéma. Et dès qu'on pouvait aller au cinéma, on allait au cinéma. C'était vraiment c'était la grande évasion, c'était le rêve, et on allait voir. Alors, je ne dirais pas n'importe quoi, parce que malheureusement, mes parents étaient assez rigoristes et surveillaient de très près mes lectures, mes goûts, etc. Donc j'allais très rarement au cinéma lorsque j'habitais à Angers. En revanche, ce que je raconte dans le livre, mais c'est un souvenir auquel je suis très attaché, j'avais un oncle, en fait le beau-frère de mon père, qui était une sorte de personnage, un peu d'aventurier, qui a de la résistance, qui a été marin, qui a navigué en mer de Chine, enfin bref, et qui, lui, alors, adorait le cinéma, ne voyait que des films policiers, des films d'aventure, mais surtout des films policiers ou d'espionnage, et il avait dans son grenier à peu près tout ce qui se publiait en série noire, fleuve noir, etc. Donc quand j'allais en vacances, ils habitaient dans un village pas très loin d'Angers, et alors là je dévorais non seulement la littérature policière, je lisais les romans de Le Breton, des choses comme ça, mais aussi Le Saint, de Leslie Charteris, enfin tout ce qui me tombait sous la main, ça n'avait pas droit de citer dans la maison familiale à Angers. Et le cinéma, puisqu'il y avait un cinéma dans ce village, petite ville, plutôt Beaufort-en-Vallée, un cinéma qui passait 1 ou 2 films par semaine, et j'allais voir des films avec eux, sans la permission évidemment paternelle. Mais mon oncle s'en foutait complètement, il m'emmenait, et c'est comme ça que j'ai pu voir notamment 2 films qui m'avaient beaucoup marqué. Il y a 3 films, il y avait Alerte au Sud, qui est un très bon film de Jean Devèvre, avec Jean-Claude Pascal et Eric von Stroheim, que je n'ai jamais revu d'ailleurs. Un autre, qui est un film américain dont je me souviens pas très bien, mais qui m'avait beaucoup impressionné, qui s'appelait Au Sud d'Alger. Beaucoup de films d'espionnage, aventure coloniale, des choses comme ça. Et alors un film qui m'avait absolument impressionné, mais tellement que ça m'a impressionné jusqu'à maintenant, c'est tout simplement Du rififi chez les hommes de Jules Dassin, avec Jean Servet. Qui est son premier film d'ailleurs après sa période américaine. On il revient en France. Peut-être, oui. Je ne savais évidemment pas qui était Jules Dassin. D'ailleurs, à l'époque, à l'âge que j'avais en tout cas, on ne s'intéressait pas du tout au cinéma, c'était les films. Et ça, celui-là, oui, c'est une grande émotion, parce que inconsciemment, j'avais dû percevoir quand même une qualité de style et une force d'expression surtout qui m'avait quand même, et pas seulement moi, mon oncle pareil, était en sortant, il dit « Oh, c'est drôlement bien, c'est formidable » et tout. Et il y avait une scène érotique, alors là, qui m'avait subjugué, parce que c'était du grand érotisme, qu'on ne voyait absolument rien. C'est une scène où Jules Dassin donne une correction à sa maîtresse qui l'a plus ou moins trahi pendant qu'il était en tôle, et il l'oblige à se déshabiller et il la fouette, et elle commence à se déshabiller, mais on ne voit pas, il dit, puis lui, allez, le reste. Donc elle a tout enlevé et on entendait les coups. On ne voyait rien, et je dois dire que ça c'est vraiment du grand cinéma.
Alors après, c'est venu un peu plus tard, je dirais. C'est venu au lycée, à partir en gros de la troisième et surtout la seconde, où là j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. C'est déjà de la cinéphilie, c'est-à-dire que j'achetais des revues de cinéma, notamment les cahiers du cinéma. J'achetais aussi une revue qui n'existe plus, qui s'appelait Cinéma, et avec le millésime, il y avait Cinéma 60, Cinéma 61, 62, qui était édité par la Fédération française des ciné-clubs, qui est une revue très sérieuse, très bien faite, et donc je les ai achetés pendant 10 ans à peu près. Et là, je me nourrissais de l'actualité que je ne pouvais pas voir. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu racontes dans tes mémoires que ta cinéphilie au début, elle est surtout l'ivresse. Ah, l'ivresse, parce que je voyais peu de films à Orléans, enfin j'en voyais, mais très peu, et en tout cas pas les films dont on parlait dans les revues de cinéma. Comment elle se manifeste ta cinéphilie quand tu découvres ces revues de cinéma? À travers le scénario, l'intérêt pour les images, la théorie? Oui, c'est ça. À travers la théorie et à travers les photos. Je dirais que c'est antinomique d'ailleurs, mais c'est à travers la théorie telle qu'elle était développée dans les cahiers du cinéma. Pas du tout cinéma 60, 61, 62, parce que c'était plus conventionnel, je dirais. Mais enfin, c'était bien quand même. Hein. Petite parenthèse, dont je ne parle pas d'ailleurs, si je crois que j'en parle dans le livre, peu importe, tout de même par cette revue Cinéma 60, etc., il y avait aussi un ciné-club Orléans qui dépendait de la Fédération des ciné-clubs auquel je participais, mais enfin on passait les classiques, Klaus et Potemkin, Bergman, etc. Et ils organisaient tous les ans des stages, ça se passait à Marly-le-Roi, c'est-à-dire une semaine, et là pendant une semaine on ingurgitait 5 films par jour, avec des commentaires, des débats. Les cinéastes souvent venaient. Moi j'ai vu comme ça Adieu Philippines en avant-première présenté par Jacques Rosier, ce qui est extrêmement émouvant. Même à l'époque où je ne mesurais pas trop l'importance de Rosier, mais ça, c'était son premier film en plus, mais enfin ou presque. Mais ça m'avait impressionné. Jean Renoir était venu présenter Le Déjeuner sur l'herbe. Bon, c'est quand même des choses qu'on n'oublie pas. Melville était venu présenter Léon Morin, prêtre. Je m'étais endormi parce que c'était à 3h du matin et on avait beau être... Non, je me suis endormi, donc j'ai à peine vu le film. Là, j'étais déjà un peu plus structuré au point de vue cinéphilique, c'est-à-dire que je lisais non seulement les cahiers, mais surtout Présence du cinéma. Donc tu as j'ai pas un exemplaire, j'ai la collection. La collection. Alors, il faut dire un petit mot de Présence du cinéma. Je ne sais pas si Alfred Ebel en parlera dans ce que vous ferez avec lui, mais il y a eu 2 présences du cinéma. Il y a eu une présence du cinéma du numéro 1 au numéro 12, qui n'avait rien à voir avec ça, qui était édité par Jean-Jacques Pauvert. Et qui a été repris, qui était pas mal d'ailleurs, hein, j'en ai quelques numéros, mais c'est un plus petit format, noir et blanc, pas mal. Bon. Et ça a été repris par Alfred Ebel et ses amis du MacMahon à partir du, non, je dis 13, non, 8, parce que c'est à partir du numéro 9, la nouvelle série, donc décembre 61, consacré, c'était déjà une provocation incroyable, un cinéaste que personne ne connaissait, y compris les spectateurs. Vittorio Cotavavi était surtout connu ou pas connu pour des péplums. Donc les gens qui allaient voir des péplums se foutaient complètement de savoir si c'était tourné par... Ils ne savaient même pas qu'il y avait un cinéaste. Enfin, bon. Et donc ils ont consacré un dossier à ce cinéaste qui était en fait un grand cinéaste, comme je m'en suis aperçu à la suite des MacMahoniens. Et en fait, ce numéro de Présence du cinéma, numéro 9, pourquoi je l'ai acheté parce que j'ignorais l'existence, hein, Orléans, personne n'a entendu parler de cette revue. Il était mystérieusement et miraculeusement en devanture d'un marchand de journaux, et j'ai vu Présence du cinéma, avec une photo tout à fait surprenante d'un péplum, Vittorio Cotavavi. Ça m'a tellement intrigué que je l'ai acheté, et là, il y avait un grand article de Morlaix sur Cotavavi qui s'appelle Du côté de Racine, que j'ai lu, et alors là, j'étais converti au macmahonisme pur et dur en l'espace d'une lecture, hein, c'est-à-dire en 3 quarts d'heure, c'était plié, quoi. Et tu découvres donc par le Présence du cinéma ce fameux MacMahonisme. Oui, c'est ça que je découvre le macmahonisme et qui me fascinera d'autant plus que dans certains numéros, toujours ma période orléanaise, hein, qui ne va pas durer très longtemps parce que janvier 62, je ne suis pas encore à Paris, mais enfin ça ne va pas tarder, hein, ce sera la fin de l'année, parce qu'il y a des photos où on les voit se réunir dans un café, des choses comme ça, avec des bons. Alors ça m'attirait. Et puis alors, si, et on en parlait quand même, parce que les MacMahoniens, que je connaissais pas du tout à l'époque, j'en avais rencontré aucun. Je citer quelques noms d'ailleurs de MacMahoniens, c'est Pierre Richian, Alfred Ebel,
Michel Mourlet, évidemment. Les trois principaux. Hein, c'est les trois principaux. Et il y en a d'autres, bien sûr. Il y a Jacques Courcelles aussi, et puis d'autres qui gravitaient un peu autour, mais c'est les plus importants, c'est Mourlet, Rissian et Ebel. Ils avaient une assez mauvaise réputation. Enfin, c'était ambigu. C'est-à-dire que Mourlet avait été invité, un petit peu avant ça, par Truffaut, à exprimer ses idées dans les cahiers du cinéma. Donc il a eu une espèce de carte blanche, mais importante, un article de 20 pages qui s'appelait Sur un art ignoré. Voilà. Donc il reprendra le manifeste, qui était un peu le manifeste des McMahoniens, et que j'ai lu après, hein, mais tout ça, ça se passe en l'espace d'un trimestre en gros. Est-ce que tu pourrais nous définir le McMahonisme? Parce que aujourd'hui, pour notre génération notamment, on a l'impression, 40 ans ou 50 ans après, que c'était une école avec des dogmes, presque une religion, il y a quelque chose... Oui, mais c'est tout à fait... C'était perçu comme ça. Hein. D'ailleurs, avant de donner la définition, je me souviens que dans un numéro de la revue Cinéma, alors est-ce que c'était 61 ou 62, je ne me souviens pas, plutôt 62 d'ailleurs, que je n'ai malheureusement pas conservé, il y avait un article sur les chapelles cinéphiliques de Paris. Alors il y en avait un notamment sur le Nickelodeon, qui était animé notamment par Bertrand Tavernier et d'autres cinéphiles importants d'ailleurs, qui n'étaient pas très éloignés du McMahon, mais moins dogmatiques. Il y avait La Méthode, alors là qui était un ciné-club ultra-communiste, dont l'un des fondateurs était René Château, d'ailleurs l'éditeur, futur éditeur. Et le McMahon. Alors, je me souviens, pour La Méthode, ils avaient fait, pour chaque club, chaque chapelle, disons, ça s'appelle chapelle, un dessinateur avait fait un croquis les définissant avec un slogan. Alors, pour le Nickelodeon, je ne me rappelle plus très bien ce que c'était, mais pour La Méthode, alors c'était des blousons noirs, et qui disait « S'il n'y avait pas l'Algérie, De Gaulle et les paras, qu'est-ce qu'on foutrait au cinéma ?» Bon, ça disait assez bien les choses. Pour le McMahon, alors, on voyait 3 personnages, des clones pratiquement les uns des autres, habillés comme ça, très smart, cravate, chauve, des lunettes, et immobiles, et en tenant tous les 3, tous les 4, je ne sais plus, le cinéma, c'est la fascination, la Sainte Inquisition, l'American Legion. Et il y avait quelque chose de vrai dans cette caricature amusante, en ce sens où, alors sur le dogme esthétique, enfin un dogme c'est beaucoup dire, mais c'est un peu dogmatique, et ils étaient perçus quand même comme une chapelle. En plus, ils étaient taxés de fascisme, hein. Ce qui est absurde, hein, parce que Mourlet n'a jamais été fasciste, il n'a jamais été très contre non plus, il n'était pas fasciste. Rissian, alors encore moins, lui, il était de gauche, tout à fait, même d'extrême gauche, intellectuellement en tout cas. Quant à Ebel, je crois qu'il s'en foutait complètement. Alors, donc c'était absurde, mais c'est vrai que les textes de Mourlet peuvent prêter à confusion, à cette interprétation d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait illégitime. Je parle bien pour les textes de Mourlet. Il avait fait Présence avait publié un article de Jean Curtelin qui était deux articles. Un article de Mourlet qui s'appelait quand même Apologie de la violence, alors c'était de la provocation, il voulait montrer que la violence était dans la mise en scène de cinéma, était un moteur d'expression fondamental. Curtelin lui avait fait un article sur les nus et les morts, toujours dans Présence du cinéma, qui s'appelait Sergent Croft, petit frère. Or, le Sergent Croft, qui est joué par Aldo Ray dans le film de Raoul Walsh, est un personnage censé être abominable, c'est-à-dire cruel, envoyant ses œuvres au casse-pipe, mais prenant des risques lui-même quand même. Et Curtelin, qui lui était communiste, entre parenthèses, Curtelin avait fait l'apologie de ce personnage en disant que voilà, c'est la réponse à la décadence de l'Occident. Ça fait penser, sur les dogmes du McMahonisme, sur cette apologie de la violence, à Samuel Fuller dans Pierrot le Fou, où il y a ce fameux entretien avec Belmondo, où il dit qu'est-ce que c'est que le cinéma? is a battleground. Un champ de bataille, amour, violence. Oui, c'était un peu l'idée du McMahon. Alors,
très réductrice, parce que dans les cinéastes qui admiraient les McMahoniens, il y a des gens, comme Otto Preminger notamment, ou Lezé, qui sont sans couder de ça, et même un des films préférés des McMahoniens, des films de Walsh préférés, c'est The Man I Love, qui est un film très émouvant, presque à la limite du mélodrame, mais très délicat, et pas question du tout de violence ou quoi que ce soit. Bon, par contre, vraiment l'obsession McMahonienne, au point de vue esthétique, c'est que ce n'est pas le scénario qui fait le film, c'est la mise en scène. C'est la mise en scène, c'est-à-dire la mise en relation des personnages les uns avec les autres, avec un décor, avec un espace, et avec des situations bien sûr dramatiques. C'est la mise en scène qui crée le sens. C'est-à-dire le scénario n'est qu'un canevas sur lequel le metteur en scène crée du sens, crée de la beauté, exprime des choses, et même fait surgir des moments, ce que Morley appelle, je te dis, des surgissements d'être. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une espèce de révélation, d'épiphanie. Présence, voilà, l'épiphanie. Voilà. Et ça, c'est le fondement du McMahonisme. Alors, qui était chez les McMahoniens, et notamment chez Morley, mais chez d'autres aussi, étroitement cantonné à ceux qui considéraient comme les seuls cinéastes qui ont vraiment illustré cette démarche. Je pense que c'était, enfin j'en suis tout à fait certain même, que c'était très exagéré, et que des cinéastes qui étaient rejetés par les McMahoniens pour être non conformes à la doctrine, au credo, étaient aussi McMahoniens que les autres, mais d'une autre manière. Et c'est le problème avec Bresson notamment. Ça c'est très curieux parce qu'il y a une espèce d'incompréhension complète de Bresson, un malentendu absolu entre les McMahoniens et Bresson. Pas tous les McMahoniens d'ailleurs, parce que Jacques Lourcel a été plus nuancé sur Bresson. Or, à quoi visait Bresson? Exactement la même chose que les McMahoniens, c'est-à-dire la présence pure. C'est-à-dire que ce n'est pas le scénario qui raconte une histoire dans les films de Bresson, c'est une espèce de présence, une espèce d'immanence absolument étrange. Parler de théophanie, surtout pour un cinéaste chrétien comme Bresson, quand on voit le journal d'un curé de mais sans aller jusque-là, c'est une simple épiphanie, alors qu'elle soit chrétienne ou pas d'ailleurs. C'est la même chose. Je vois pas de différence fondamentale d'un point de vue esthétique et philosophique, effectivement, entre Bresson et Relauche, à la limite. Alors, sauf que l'un est dionysaque, païen, tout ce qu'on veut, etc. L'autre est bon. Mais sinon, c'est du cinéma à l'état pur, dans les deux cas. Alors, ce McMahonisme, tu le découvres dans les colonnes de présence du cinéma quand tu es encore lycéen à Orléans. Ouais. Et tu vas évidemment monter à Paris. Ouais. On y allait en groupe, quelquefois, avec 2-3 copains, les deux amis dont je parle dans mon livre, quelquefois. Il y en avait un qui pouvait conduire les voitures automobiles. J'ai vérifié à Paris la culture cinématographique et cinéphilique était purement livresque, ou quasi purement livresque. Non, j'avais vu quand même Orléans, j'avais vu le port de la drogue de Fuller, j'avais vu les contemporains de Moonfleet, quelques films. Je suis venu à Paris pour faire du cinéma. Oui, ça c'est quand même très important. J'ai fait une année d'hypocagne à Orléans. Je n'ai même pas passé l'examen de propédeutique de fin d'année parce qu'il y avait un film qui ne se donnait qu'une fois à la Cinémathèque ce jour-là. Je n'ai pas hésité une seconde, j'étais voir le film, avec mes amis Corneau et Berger d'ailleurs. C'est un film d'Otto Preminger, je ne sais plus lequel. Pas de tempête à Washington? C'était Tempête à Washington, exactement. Non, c'était... Si, tu as raison, c'était Tempête à Washington qui était présenté en avant-première, et on avait eu des places pour la voir, et je vous recommande d'ailleurs. Je suis venu à Paris pour préparer le concours de l'IDEC, dans la classe préparatoire qui était au lycée Voltaire, où je me suis retrouvé donc, avec mes deux camarades orléanais depuis... Donc certains deviendront des cinéastes célèbres. Alain Corneau qui deviendra célèbre, bien entendu, et l'autre qui a eu un rôle plus important d'ailleurs pour moi, Daniel Berger, qui n'est pas devenu cinéaste, mais enfin qui est toujours actif, notamment dans le domaine musical, et œnologique aussi, c'est un grand œnologue. Et ces bouteilles valent beaucoup de très bons films. Donc j'ai fait cette année au lycée Voltaire, où là, c'était 4 films par jour, pratiquement. J'exagère
Quelquefois j'allais quand même au cours, mais enfin on en voyait... Est-ce qu'il y avait une ambiance particulière dans ces salles parisiennes des années 60, électriques on a tendance parfois à fantasmer cette période. Honnêtement non, parce que, en fait, qu'est-ce qu'on allait voir? Où allions-nous voir les films? Dans les salles de quartier, y compris de banlieue, pour voir des vieux films américains en général, des westerns, des machins, des trucs, tout ce qui passait, enfin, on allait tout voir, puisqu'on était quand même très obnubilé par le cinéma américain, qui a priori était celui qui correspondait le mieux à la théorie McMahonienne, ce qui n'était pas entièrement faux, mais donc on allait voir ça. Et sinon, c'était la Cinémathèque. Alors d'abord la Cinémathèque de la rue d'Ulm. Je me souviens que j'ai vu une rétrospective Ozu, un cinéaste dont j'avais jamais entendu parler, et surtout une rétrospective Otto Preminger complète. Et là où j'ai vu tous ces films, y compris son film allemand, enfin son film viennois, Die große Liebe, un film qu'il a fait avant l'Anschluss en fait, c'est ici aux États-Unis, et que je n'ai jamais revu depuis. Et c'est drôle d'ailleurs parce que, donc ça c'était rue d'Ulm, et je me rappelle très bien, j'étais assis là, comme ça, et le rang devant moi, il y avait Pierre Rissian, Alfred Ebel et je ne sais plus qui. Et je me souviens très bien ce que ça m'avait frappé. J'étais intimidé, je n'osais pas leur parler, parce que c'était des gens importants, donc j'étais très très intimidé. Et Rissian en disant à Ebel, oh là là, ça va être l'emmerdation, je me rappelle de cette expression. L'emmerdation. Oui, et effectivement, c'est bien emmerdé, d'ailleurs, en plus, je n'étais pas sous-titré, alors je vais te dire. Bon. Oui. Heureusement, nous avions un professeur au lycée Voltaire, pervers, mais un grand esprit, qui nous a quand même un petit peu décoincés, et nous a quand même montré que le McMahonisme, c'était bien, mais enfin, il n'y avait pas que ça, ni dans la vie, ni dans le cinéma. Et notamment avec une réflexion qu'il avait empruntée à André Bazin d'ailleurs, je crois, où il disait que de toute façon, le cinéma, c'est tout ce qui est sur une pellicule. Même s'il n'y a rien dessus, c'est du cinéma. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est rien dessus, parce qu'il y a un film de Guy Debord, dont je plus le titre. Hurlement en faveur de Sade. Voilà, exactement, qui est un film blanc. Et John Cage a fait un film comme ça aussi, qu'on a vu d'ailleurs projeté à Beaubourg. En même temps, j'ai découvert Rossellini, Renoir, tous les cinéastes qui adoraient Max Ophüls, tous les cinéastes qui adoraient Agel, quoi, et qu'il a très très bien servi. Donc il n'était pas un McMahonien si dogmatique que ça. Qui, moi? Oui. Non, je suis... non. Je l'étais en fait avant de voir les films. Oui, d'accord. Vraiment dogmatique. Et ça, je me rappelle très bien de l'exposé que j'avais fait en classe de philo sur le McMahonisme. Les mecs étaient sidérés, quoi. De quoi je parle avec ça? Que des cinéastes dont personne n'avait entendu parler, des films personne n'avait vu, la moitié n'était jamais sorti en France, et avec un aplomb extraordinaire, je démontrais que c'était ça le cinéma, quoi. Dans les années 60, c'est aussi l'apparition de cinéastes qui ont beaucoup compté pour toi, que tu continues à admirer, je pense aux cinéastes de la Nouvelle Vague, notamment Jean-Luc Godard. Oui, mais ça, bizarrement, c'est un peu plus tard, parce que à l'époque des premiers Godard, et autres d'ailleurs, Chabrol, Truffaut, j'étais pas attiré par la Nouvelle Vague. Là, c'est un effet du McMahonisme qui était très sévère sur la Nouvelle Vague, et notamment Jean Curtelin avait fait un article dans Présence du cinéma sur Agnès Varda, sur Cléo de 5 à 7. Il avait dit que c'était un précis de décomposition, occidentale. Et j'étais, comme j'avais déjà des idées qui étaient un petit peu radicales en politique, ça me plaisait beaucoup. Et la Nouvelle Vague, curieusement, j'ai pas mordu la Nouvelle Vague. Ce qui est étonnant, parce que la Nouvelle Vague, quand on regarde les premiers films de Godard, de Chabrol, même il y a une ambiguïté politique, c'est moins qu'on puisse dire. Ça, je suis bien d'accord. Mais sur le moment, non, je ne l'ai pas perçu et je ne m'y suis pas intéressé, surtout ce qui est de la bêtise, mais c'est comme ça. Et en fait, surtout Godard, Truffaut, j'ai vu des films, mais j'ai jamais eu une grande passion pour Truffaut, donc ça pas. Même maintenant, c'est pas un cinéaste que je place très très haut. L'homme, oui, mais le cinéaste, en tout cas, c'est pour le moins inégal.
Godard et les premiers Chabrol, je dis bien les premiers, après j'aime bien ça, mais ça n'a pas la même force quand même que les premiers, notamment Les Gauds du Roux, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est un film absolument génial. Mais les Godard, non, malheureusement. Les cousins. Oui, mais les Gauds du Roux, c'est un cran dessus. Non, j'ai pas mordu à Godard et j'ai pas vu ses films, la plupart. Enfin, j'en ai vu, mais pas tous. J'allais pas les voir. Ça m'intéressait éventuellement si j'avais vu La Femme mariée qui m'avait plu d'ailleurs. Mais bon. En fait, j'ai mis du temps, Godard. Hein. C'est venu plus tard. Ouais, c'est venu nettement plus tard. C'est venu quand j'ai commencé à faire de la critique, en fait. Où là, j'étais contraint d'en voir. J'étais payé quand même pour ça. Et là, quand même, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Tu as vu à ce moment-là les premiers films de Godard? J'ai tout revu, bien entendu, et j'ai tout reconstitué. Mais Godard, je me l'ai vraiment apprécié longtemps après, en réalité, c'est à la sortie de son premier film, après sa période d'exil 68 heures, qui était Sauf qui peut la vie, son film avec Isabelle Huppert. Enfin, c'est pas le premier film, l'autre, c'est Tout va bien, le premier, mais Tout va bien, c'est entre les deux. Alors que Sauf qui peut la vie, là, c'est vraiment, il est sorti de son exil et il fait une réapparition flamboyante et vraiment géniale. Et là, là, ça a été le coup de foudre, hein. Et je l'ai écrit et Godard a apprécié d'ailleurs ce que j'ai écrit. Et depuis, je lui... D'ailleurs, une lettre de Godard qui reproduit en annexe de tes mémoires. Qui est assez touchante. J'hésitais à la mettre parce que je n'ai pas demandé la permission, mais bon. Bien sûr. Mais elle est courte, mais elle est belle, quoi. Bien avec Pound. Ben oui, parce que j'avais fait une comparaison. Ça, c'est un truc... c'est vraiment le hasard objectif. Il se trouve que quand Sauf qui peut la vie est passé au Festival de Cannes, donc j'y étais pour le Figaro, j'avais emporté avec moi le petit livre de la collection Segers, d'en fait d'aujourd'hui, sur Pound, qui est remarquable d'ailleurs. Et je l'avais emporté avec moi, et dans le film je le lisais en même temps, puis j'ai à Cannes, et dans le film de Godard, j'ai tout de suite pensé à une citation de Pound dans le livre de, je crois que c'est Lorette Bézat qui a fait ça, bon, je suis pas sûr. Et donc comme j'avais le livre sous la main, j'ai cherché la citation, effectivement c'était ça, donc je l'ai reproduite dans mon article en citant, faisant un parallèle entre Pound entre le cinéma de Pound et l'art cinématographique de Godard et l'art poétique de Pound. Effectivement, là, il y a beaucoup de points communs, y compris sur le fond d'ailleurs. Et là, l'ambiguïté de Godard tout à fait fascinante. La haine des kleptocrates en quelque sorte. Et donc voilà, Godard m'en a été reconnaissant pas reconnaissant, mais enfin, m'a dit qu'il avait été touché parce que lui-même lisait le livre en faisant le film. Ça, c'est quand même extraordinaire. Un livre c'est pas des gros tirages, Ezra Pound. Je le lisais en voyant son film et lui, il le lisait en faisant le film. Ça, il y a une rencontre là. Hasard objectif, tu vas employer le terme surréaliste. Et après, Godard, j'ai continué, je l'ai défendu mordicus et je le défendrai jusqu'à la mort, en tout cas jusqu'à la sienne. Et puis la mienne aussi d'ailleurs. Donc ça, alors après, c'est devenu vraiment c'est le cinéaste français en tout cas, et même mondial, que je place au-dessus de tout, quoi. Vraiment au-dessus de tout. Les Decks en 1965. Corneau, oui. Avec Alain Corneau, voilà. C'est une rencontre importante, et puis Alain Corneau est un cinéaste assez considérable, malgré tout, qui a une œuvre importante. C'est l'occasion pour toi de passer derrière la caméra, d'être cinéaste. On reprend d'ailleurs dans ta couverture une photo issue d'un film qui s'appelle Histoire de Chouan, que tu as réalisé en 1965 avec en acteur Dieter Schulz. Non, Dieter Schulz c'était l'opérateur, pardon. Pierre Kalinowski, qui jouait le marquis de la Renusière. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette expérience du cinéma? Quel souvenir tu en gardes? Est-ce que tout d'un coup tu tombes de haut en disant, après un cinéphile passant derrière la caméra, ça doit être terrible pour lui, ça doit être quelque chose de très... qui doit foutre le trac? Non, honnêtement, j'ai pas eu du tout le trac. En plus, c'était très sympathique parce que il y avait une grande camaraderie à l'EDEC, entre les uns et les autres. À l'époque, en plus, les opinions étaient variées, mais il n'y avait pas on ne se donnait pas l'idée de nous faire la gueule parce que l'un était communiste et l'autre plus ou moins néofasciste. On s'en foutait complètement. Et on faisait des films
ensemble, puisque chacun est à tour de rôle assistant, opérateur, ou ceci ou cela. Et non, ça se passait très bien. Simplement, je me suis rendu compte très très vite, dès l'IDEC d'ailleurs, que c'était pas ma vraie vocation. Je voulais être dans le cinéma d'une manière ou d'une autre, mais pas comme réalisateur, parce que je me suis vite rendu compte que ça requérait des qualités que je n'avais pas, notamment d'autorité et de meneur d'homme, pour faire quelque chose de sérieux. Enfin, moi j'avais tendance, quand un opérateur me disait tu devrais faire ça plutôt que comme ça, ah oui, t'as raison, enfin bon, tu vois, j'avais pas le feu sacré en fin de compte. Hein. Pour toi, un grand cinéaste. Pour être réalisateur, j'avais pas le feu sacré. Toi, un grand réalisateur doit avoir des qualités presque d'officier, en quelque sorte. Ah oui, puis il faut pas hésiter à être féroce même, hein, cruel. Il y en a certains, c'est des exemples célèbres. Tous les grands, pas tous, parce que certains cinéastes s'en sortaient très bien sans en passer par des méthodes de caporalisme en fait, hein, ou de sadisme même. Il faut voir quand des actrices ont pu être torturées par certains cinéastes. C'était Otto Preminger dont on parlait. J'ai un ami qui a été seul assistant pour des films qu'il a tournés en Europe, notamment Le Cardinal et chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, on est d'accord. Il m'a dit mais c'était un salaud mais extraordinaire. Alors il l'admirait, mais c'était un salaud. Il humiliait les gens. C'était pour arriver à obtenir je ne sais quoi. Enfin, bon. Donc ça, moi, je ne pouvais pas. C'est simple. Hein. Donc j'ai fait ce film dont je suis assez content parce que c'était un film amusant enfin c'était l'histoire d'un aristocrate angevin qui rentre d'émigration pour entrer en fait c'est pas l'histoire de chambre mais c'est plutôt une histoire de Vendéen en réalité hein. Et pour participer à l'insurrection anti-républicaine et qui se réfugie chez un de ces paysans qui l'accueille très bien, mais en même temps qui se fout un peu de sa gueule, quoi. Il dit, bah oui, maintenant c'est plus vous les mettre quand même. Hein. Mais bien sûr, il l'accueille, il l'aide et tout, il participe à la guerre avec lui, mais il y a un petit jeu comme ça. Le paysan, il n'est pas sur la photo, il est joué par Maurice Rich. D'accord. Donc c'était le premier rôle, en fait, au cinéma. Et à l'époque, il était étudiant il était élève au conservatoire. De même que ce garçon, Idi Kuligowski, qui malheureusement a fait une carrière météorite, il a disparu de la circulation très vite. Il a juste joué au cinéma dans un film qui s'appelle Georges qui est un film sur Georges Sand, où il fait le rôle de Chopin, où il est très bien d'ailleurs. D'accord, très bien. En plus, il est polonais d'origine, donc c'est très bien. Oui, ça voilà, donc j'ai fait ça, j'en ai fait un ou deux autres, des petits courts-métrages comme ça à l'IDEC. Et puis, puis j'ai renoncé. Mais j'ai renoncé sans aucun regret, j'en étais ni humilié, ni chagriné, ni rien, c'est comme ça, hein, j'étais fait plutôt pour écrire. Et la pratique cinématographique, je l'ai un peu continué à la télévision, mais surtout en faisant du montage. Là j'ai fait beaucoup de montage avec Pierre Schaeffer. Et puis ensuite, alors comme scénariste. En citant ce nom de Gérard Blin, qui est un personnage très important, et pour nous et pour toi, j'allais dire, parce que Gérard Blin, comme acteur et comme réalisateur peut-être à mon avis, peut-être trop méconnu aujourd'hui, en tout cas par les jeunes générations. Moi j'avais eu la chance de pouvoir voir une rétrospective qui lui a été consacrée juste après sa mort, au cinéma Le Champeau, je crois en 2004 ou 2005. Je me souviens pas. Voilà, où j'avais pu voir Le Rebelle, Les Amis, Le Pélican, des films comme ça, et Pierre et Djamila. Donc tu as collaboré pour plusieurs films avec Gérard Blin, et ça a été surtout un de tes grands amis. Est-ce que tu pourrais nous dire simplement quelles sont les circonstances auxquelles tu l'as rencontré et comment cette amitié s'est tissée? Extrêmement simple. Hein. J'avais fait une critique, un article dans Valeurs Actuelles sur Le Pélican, je crois. Pas Les Amis, j'avais fait quelque chose sur Les Amis, mais très très court, c'était une petite notule, donc ça n'avait pas tiré sur l'attention. Par contre, sur Le Pélican, j'avais été plus disert, disons. J'avais développé un peu mon point de vue, ce que je ressentais, et ça l'avait beaucoup plu. Et donc c'est lui qui m'a contacté, en fait. Il a téléphoné au journal, et je ne l'ai pas eu au téléphone tout de suite, mais enfin, je l'ai rappelé, on s'est vu. J'étais déjà à Valeurs Actuelles, mais comme pigiste, je travaillais encore à la maison de la radio, enfin à l'ERTF,
et je l'ai rencontré on s'est rendez-vous dans un bistrot, avenue Renoir, enfin tout près de rue Renoir, tout près de la maison de la radio. Et on s'est entendu tout de suite. D'abord, tout de suite, il m'a dit qu'il n'était pas de gauche. Bon, alors c'était une entrée en matière inhabituelle dans le cinéma. Pas de gauche et en même temps pas d'une droite bourgeoise, puisque Gérard Blain est un homme qui était très, voilà, très complexe aussi dans ses positions. Non, c'était oui, très très complexe, hein, à la fois anarchiste et autoritaire, enfin bon. Mais quand même, ces films le montrent bien d'ailleurs qu'il a toujours été attiré, c'est pour ça qu'on s'est entendu, il a toujours été attiré par, alors ça m'embête de reprendre l'expression de Ségolène Royal, mais l'ordre juste, hein, c'était vraiment ça. C'est vraiment ça, il était pour la justice, la justice, la justice, la justice. Il ne supportait pas la justice et il ne supportait pas le désordre dans la vie, dans la vie. Parce qu'on oserait dire qu'il est un cinéaste péguiste dans le Ah oui, fond. tout à fait. Alors sauf qu'il était tout à fait complètement athée et que dans sa vie, il était le contraire de ça. Sa vie était un désordre absolument invraisemblable, sur tous les plans, mais bon, avec un attachement presque pathologique d'ailleurs par certains côtés à la cellule familiale, aux enfants. Lui, il a été un père affreux avec ses enfants. Il s'en est pas occupé. Enfin, mais voilà, c'est un peu Rousseau donnant des leçons et il y a un côté Rousseau d'ailleurs chez Blain, à la fois dans le côté un peu tendance un peu totalitaire hein, dans l'esprit. Bon, sauf que c'est pas un intellectuel, mais et puis cette espèce de sensiblerie incroyable. Enfin, c'est pas de la sensiblerie, une sensibilité incroyable à ces choses-là. Donc on s'est parfaitement entendu, bien entendu, et très vite on a commencé à travailler ensemble. Le premier film pour lequel j'ai travaillé pour lui, enfin avec lui, c'est le Rebelle. Bon, il y avait un scénariste hein, qui était, je crois que c'était André Debac, le père d'Antoine Debac. Mais il m'a demandé de réécrire. Et donc pour le Rebelle, j'ai écrit quelques scènes, notamment celle avec Maurice Rollet. D'accord. Et que je l'avais fait rencontrer. Ce qui était quand même à l'époque, faire tourner Maurice Rollet, c'était prendre quand même des risques dans le cinéma français. Il n'était pas très connu, mais quand même. Mais enfin, ceux qui voulaient fouiller, oui, ça aurait été commando Delta en Algérie et tout, enfin bon... condamné à mort par le FLN dans une prison du FLN quand même, il passait de très près. Hein. Médecin de Spadjar, il y aurait une émission à consacrer à Maurice Rollet. Ouais. Et donc ils se sont merveilleusement entendus et il lui a confié donc un rôle assez marrant d'ailleurs d'un voyou, comment dire, de la voyoucratie bancaire et policière d'ailleurs en l'occurrence. Homosexuel, enfin bon. Et Rollet a fait ça très très bien. Enfin, donc j'ai un peu travaillé sur ce film, mais bon. Alors ensuite, après, ça a été plus important, puisque Pierre et Jamila, là, celui-là, on l'a écrit vraiment tous les deux, quoi. Tous les deux, ensemble, de A à Z, avec une aide d'un scénariste algérien, qu'on n'a jamais revu d'ailleurs depuis, qui a disparu depuis, je sais qu'il est décédé il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus. Qui nous était très utile, pas pour la construction du film, choses comme ça, mais sur certains détails de la vie de cette famille algérienne, et des choses qu'on savait, mais donc là il nous était très très utile et il a eu d'ailleurs une idée qui était très importante, ce Mohamed Bouchibi. Je ne sais pas si tu as le film en tête, mais il y a un moment donné où il y a un oncle, le frère du père, je pense, de la famille, qui vient leur rendre visite en France en faisant des cadeaux, et c'est lui qui va proposer par la bande à la jeune fille, très jeune fille, de rentrer avec lui en Algérie pour épouser un cousin. Ce qui déclenchera le drame, puisqu'il ne veut pas, etc. Or, on ne savait pas comment amener ça, et c'est Bouchibi qui dit, mais c'est l'oncle, c'est toujours l'oncle qui fait ça. Donc on a inventé ce personnage d'oncle Le film d'ailleurs, auquel on n'aurait pas pensé. Pierre Jamila, tu peux y revenir, moi je l'ai en tête, je l'ai vu en 2004, c'est quand même maintenant ça fait 12 ans, mais ce qui m'avait marqué, c'est de voir que sur cette question, c'est d'avoir un très beau film d'amour, mais sur cette question des rapports entre
immigré et français de souche, comme on dit aujourd'hui, vous n'avez pas fait un film manichéen. D'ailleurs, à l'époque, vous avez été attaqué autant par l'extrême droite patriotarde, on va dire, et par l'extrême gauche antiraciste. Oui, on a été attaqué par presque toute l'extrême gauche, pas toute d'ailleurs. Pas par les communistes en revanche, on a une très bonne, le film a une très bonne presse dans l'Humanité, dans les journaux du PC. Et à droite, on a été attaqué par Présent, notamment par Alain Sanders, que j'aime bien par ailleurs, mais qui n'a pas compris le propos. Et effectivement, ce qu'on a voulu montrer, c'était le conflit de culture étant d'autant plus fort que ce ne sont pas d'un côté une famille de Français bien, et de l'autre côté d'Arabes dégueulasses et tout. Non, c'est deux familles très bien, où les gens sont très bien, sont humains, ont le sens de l'honneur, de la morale, etc. Les deux côtés. Il me semble que esthétiquement, même dans les sujets qu'il aborde, Gérard Blin occupe une position au sein du cinéma français assez singulière, voire marginale, parce qu'il ne se rattache ni vraiment à la nouvelle vague, il ne fait pas du cinéma qualité française, avec tout ce que ça peut avoir de péjoratif. Sous certains côtés, il est proche de Bresson, en tout cas dans son esthétique, très proche de Bresson. Il est effectivement très proche de Bresson. C'est son maître, c'est son maître, c'était son ami. Bresson était le témoin de son mariage, son dernier mariage, et de son épouse avec qui il vivait depuis longtemps, d'ailleurs, qui était une amie aussi à nous. Non, il était bressonien à tout point de vue. Et moi, c'est lui qui m'a fait aimer Bresson, quand même. Oui. Malgré tes méfiances macroniennes. Si bien qu'il y avait des tas de films, des tas, il n'en a pas fait des centaines, mais des centaines de Bresson que je n'avais pas vus, parce que ça ne m'intéressait pas, c'était bon. Il doit beaucoup à Bresson, et il a toujours eu cette idée de faire un cinéma. Alors, il se rapproche un peu des McMahonismes de ce point de vue-là, parce qu'un cinéma qui ne doit rien aux techniques de la littérature, du théâtre, ou que ce soit, c'est pas du tout un cinéma littéraire, ni un cinéma théâtral, c'est un cinéma de construction, d'actes, de situations et d'actes et de personnages qui se... là aussi d'épiphanies successives, avec les conflits que ça peut entraîner, etc. Une dramaturgie purement visuelle, mais quand je dis visuelle, c'est pas uniquement plastique, c'est de présence, la présence des personnages, des êtres. Il n'est pas du tout, par exemple, c'est un cinéma très, très centré sur l'homme, il y a très peu de paysages dans les films de Blin. Beaucoup de visages, ou si c'est des intérieurs, c'est des intérieurs extrêmement travaillés qui reflètent exactement la situation du personnage. Il n'y a pas de pittoresque, choses comme ça. Et c'est très sensible d'ailleurs je trouve dans Pierre et Jamila, mais dans les autres aussi, le contraste entre l'appartement, ce sont deux HLM, l'HLM française et l'HLM algérienne, si on veut. Chez les Algériens, il y a un côté orientaliste qu'on a travaillé, et que auquel le chef opérateur a été très, très, très sensible. Du reste, il l'a bien filmé dans ce sens-là. Et l'intérieur français, qui est très, très bien, mais qui est beaucoup plus vide, malheureusement. Et ça avait beaucoup frappé Louis Pauwels. Ouais. Beaucoup frappé Louis Pauwels, qui avait fait un article flamboyant dans le Figaro Magazine, qui a nui d'ailleurs un petit peu au film. Cela n'a pas nui au point de vue commercial, mais ça a contribué à énerver, disons, l'extrême gauche, c'était Globe essentiellement. Oui. Globe et Libé étant plus nuancé, ou plus hypocrite, je ne sais pas, souvent c'est la même chose. Le cinéma de Blin est un cinéma de présence avec peu de dialogue. Il y a des dialogues bien sûr, mais il n'y a pas beaucoup de discours. Et pas de surtout pas de lyrisme, et encore moins de pathos. C'est un cinéma un peu maigre, mais on pourrait presque... c'est un peu de jansénisme athée, complètement. Voilà. On pourrait le définir comme ça. Parce que alors là, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il était très attiré par les questions, pas les questions religieuses, mais par la religion, comme ça. Mais alors lui, il était complètement... Il était intéressé par la religion, même au sens étymologique, ce qui reliait les hommes, la communauté, la famille. Il aimait voir, par exemple, à la télé, ça m'amusait beaucoup, il adorait voir des mariages. Alors, à l'église, à la synagogue, chez Saint-Poté, il ne voyait pas la différence d'ailleurs.
Et ça lui plaisait. C'est-à-dire c'est le contraire de ce qu'il a toujours été lui, ou de ce qu'il a toujours vécu lui, ce qu'on voit bien dans Un enfant dans la foule, qui est son film autobiographique en fait sur son adolescence, qui était terrible, quoi. Ces idées qui étaient sous-jacentes chez lui, mais très présentes dans les films, mais pas exprimées verbalement, on les a explicitées de façon un peu plus presque didactique dans son dernier film. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Auquel tu as collaboré plus. Auquel j'ai collaboré, mais là un peu plus, là, parce que là j'ai mis plus de moi-même, disons, que dans la période Jamila. Enfin, de moi-même, c'est un peu prétentieux, mais il s'est un peu... D'abord, il était un peu fatigué, mais physiquement, quoi, il était pas du tout amoindri intellectuellement pour filmer, mais il s'est reposé sur moi. Hein. Il m'a presque... Mais je savais ce qu'il voulait dire. Donc j'ai eu aucun mal, je l'ai pas trahi. Ainsi soit-il, encore qu'à la fin, quand même, j'ai une prière. Oui, en plus, oui. Ben oui. Et là, oui, là, c'est un peu mon film, quand même. C'est un peu prétentieux, mais c'est un peu mon film. Enfin, en tout cas, c'est le film de Blin où je suis vraiment dedans, de A à Z, quoi. Je crois que tu as un petit rôle aussi, le film-là. J'ai un rôle muet, puisque je suis mort. Oui, je fais le rôle du père assassiné, et on voit mon portrait à la fin. On a parlé du macmonisme. En fait, tu n'as jamais été vraiment un macmoniste dogmatique. Tu as eu une pause macmonienne, mais très vite, tu as réussi à aller vers des chemins de traverse pour découvrir le cinéma étranger ou d'autres cinéastes qui sortaient. D'autres formes. Oui. Non, mais le macmonisme, c'est quand même très loin. Je pense que j'y reste fidèle en substance, hein, fondamentalement. Mais, sur la présence, parce que ça revient sur la présence, l'épiphanie. Ouais. Alors en plus, ça s'est consolidé par des réflexions ou des lectures philosophiques que j'ai pu faire beaucoup plus tard, qui m'ont, notamment la fréquentation de Jean-Marie Turpin, qui a accentué cette orientation. Mais ça m'a amené, évidemment, à m'intéresser, à me passionner pour des cinématographies complètement différentes, des choses des choses expérimentales, En fait, je crois que j'aime tous les films qui procèdent d'une vraie création. Parce qu'en fin de compte, dans toute ma petite carrière de critique, j'ai toujours eu deux axes en fait principaux, là, sur lesquels je vais revenir une seconde. C'est d'une part, j'ai toujours défendu le cinéma de création, et vraiment de création, contre le cinéma que je appelle le cinéma de consommation. Alors c'est un petit peu réducteur, parce qu'il y a des films de consommation au grand public qui ont quand même une valeur cinématographique, et de même il y a des films de création qui n'en ont aucune. Bon. Et puis tu as un goût aussi pour le cinéma populaire, ou pour des réalisateurs, je pense à Joël Seria, même s'il y a quelque chose de subversif. Non, Joël Seria n'est pas un cinéaste populaire. Enfin, je ne sais pas ce qu'on appelle populaire, mais c'est pas un cinéaste... Populiste alors. Oui, si on veut, mais même pas d'ailleurs. Non, Seria est un véritable auteur. C'est le cinéma d'auteur en fait que je défends. Ce que je n'aime pas, ce que j'ai toujours attaqué, c'est vraiment le cinéma de production, de consommation, le cinéma de prise unique, le cinéma marchandise. Le cinéma marchandise, dans lequel il peut y avoir des choses que j'aime bien. Moi, je vois de temps en temps des conneries qui me déplaisent pas, mais je peux pas mettre ça sur le même plan que Blin, que Godard, que Raoul Walsh, que Lozé, que Sokourov, j'en passe. Les Italiens. Et ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est très vite, j'ai pris la défense des cinémas nationaux contre le cinéma international. Alors, on n'appellerait plus ça comme ça maintenant, mais en gros contre Hollywood et contre les multinationales du cinéma. Là, j'ai très vite, j'ai pris position contre ce système qui écrasait les cinémas indépendants et les cinémas orientaux, africains, sud-américains, etc. Hollywood. Hollywood, c'est la guerre mondiale. C'est Hollywood contre le reste du monde. Voilà, et ça dure depuis 100 ans. Puisque en gros c'est en 1917 que le virage a été pris, où la France, qui tenait la tête du cinéma mondial, a capitulé devant Hollywood, pas devant les Américains.
qui sont arrivés dans les fourgons, enfin Hollywood est arrivé dans les fourgons de l'armée américaine. Voilà. C'était non seulement Lafayette, nous voilà, mais c'est Metro-Goldwyn-Mayer, nous voilà. Et oui, c'est une guerre mondiale. Tu as commencé dans tes premiers pas de critique et d'écrivain du cinéma, comme on pourrait faire, ou de critique, par un livre sur Raoul Walsh. Oui. Les McMahoniens étaient quand même très centrés, à quelques exceptions, mais quand même centrés sur le cinéma américain. Oui. Et à la fin des années 70 ou au début des années 80, tu en parlais un petit peu par le biais de ta défense des films nationaux, un article un peu manifeste qui s'appelait « Vive le cinéma zoulou ». Absolument. Alors il faudrait revenir sur cet article, mais aussi sur qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, en quelque sorte. Et quel est un peu ton parcours cinéphilique? Le parcours, ça m'amène à répéter un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que mon parcours, c'était l'élargissement du McMahonisme à d'autres formes de cinéma, et par la critique, à partir du moment où je suis vraiment devenu un critique professionnel, où toutes les semaines, ou tous les jours au Figaro, il fallait que je parle des films qui sortaient, etc., ben, je me suis intéressé à tout, forcément. Et là, ben, j'ai vite, toujours dans cette hypothèse de défendre le cinéma de création, intéressé notamment aux cinématographies minoritaires, je dirais, hein, qu'elles soient africaines ou à l'époque sud-américaine, où il n'y avait pas ce cinéma sud-américain qu'on connaît maintenant grâce à la télévision. J'ai découvert les quelques grands cinéastes indiens qu'on pouvait connaître. Enfin, Satyajit Ray, une grande admiration de Blin d'ailleurs, c'est un de ses cinéastes préférés. J'avais pris cette orientation de défense des cinémas d'auteur et des cinémas nationaux, en gros contre Hollywood, mais aussi contre le système de production à l'époque français qui produisait, je sais pas moi, les films de Gérard Houry, machin, etc. Dans lesquels il y a des choses pas mal d'ailleurs, hein, c'est pas ça. Et il y avait eu le président de alors je sais plus quelle majeure compagnie américaine, un journaliste lui demandait pourquoi vous ne faites rien pour distribuer les films français. Et il a répondu, mais où est-ce que vous distribuez les films zoulous? J'aime moins le cinéma américain qu'avant. Les films grand public, hein, les grands films, souvent très bien faits. D'ailleurs, tous les films sont bien faits maintenant. Faut vraiment c'est rarissime de trouver un film mal fait, mal cadré, mal photographié. Bon, ça marche tout seul presque. Et les grands films américains, ou prétendus grands films américains, comme les films de James Gray, des gens comme ça, j'en vois. C'est pas déplaisant. Ça dure 2h30 et au bout de 2h30, la minute d'après, j'ai totalement oublié ce que j'ai vu. Je sais pas ce que j'ai vu. J'ai rien vu d'ailleurs en fait. Hein. Et la plupart des films ambitieux comme ça, faits par des gens qui ont un vrai talent, incontestable, avec des acteurs avec lesquels il n'y a aucun accident, tout se passe très bien. Non. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les films des auteurs qui ont vraiment quelque chose à dire et à montrer. Et alors là, qu'ils soient américains ou pas américains, je m'en fous complètement. Tu sais changer d'avis sur les œuvres, et notamment sur quelqu'un que tu as longtemps rejeté, qui est Charlie Chaplin. Alors, Charlie Chaplin, désormais, non mais c'est important, il faut en parler. Donc, bah oui, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Je passe à côté de Chaplin, qui n'était pas aimé les McMahoniens. Donc là, j'étais influencé dans le mauvais sens par les McMahoniens. Considérait que c'était un cinéma facile, démagogique, dans le côté larmoyant, d'apitoyer le spectateur, etc. Bon, moi, j'ai souscrit à ça, comme un con d'ailleurs. Et puis jusqu'au jour où je me suis aperçu que c'est idiot, quoi. Quand tout d'un coup, mais vraiment c'était assez soudain, j'ai réalisé, en voyant certains films, Les Lumières de la Ville, tous d'ailleurs en fait, que c'était un génie incommensurable, quoi. C'était avec en plus un fond polémique sur la modernité qui est quand même... Oui, alors en plus il y a un discours, il y a une vision absolument terrifiante du monde moderne, et capitaliste hein, essentiellement, et américain en plus. Pas oublier d'ailleurs qu'il a été chassé des États-Unis et qu'il a été interdit d'y remettre les pieds. Enfin bon, c'est quand même, c'était quand même un sacré personnage. Et puis, je trouve que ces films sont géniaux. C'est tout. Je sais que chez les McMahoniens, il n'y avait non pas un refus, mais vous n'étiez pas des grands amateurs de muet.
Le cinéma muet. Alors, je sais que sur cette question, tu as évolué. J'ai pas évolué là. Sur le muet, moi j'ai toujours été intéressé par le cinéma muet, mais c'est vrai que les Macmoniens ne négligeaient pas le cinéma muet. Ils admiraient Murnau, qui n'a fait que des films muets, et d'autres. Mais ils considéraient que le cinéma muet était un cinéma non abouti, qui lui manquait tout simplement le son. Alors c'est en partie vrai, de même on peut dire qu'il lui manquait la couleur, il lui manquait le relief, il lui manquait tout ce qu'on veut, mais je pense qu'à la réflexion, je me suis aperçu que le cinéma muet n'avait pas besoin du parlant, il n'avait pas besoin de parler puisque c'était autre chose en fait. C'est un cinéma différent, c'est un cinéma qui a son autonomie, son expression propre, son langage propre qui n'est pas celui du parlant, et qui était d'ailleurs beaucoup plus riche que celui du parlant, puisqu'on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait mélanger les situations, les plans, faire des retours en arrière en permanence, on pouvait faire ce qu'on voulait, puisqu'il n'y avait pas de continuité dialoguée. Il y avait juste quelques cartons, et encore, enfin quelques intertitres, on appelle ça des cartons, mais dans beaucoup de films, certains films il y en avait très peu, alors d'autres il y en avait beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait certains films muets, notamment américains, qui annonçait le parlant, où il y a des cartons toutes les 3 secondes, enfin j'exagère, mais vraiment toutes les 2 minutes. Là, le son manquait, enfin il manquait. On avait envie d'avoir le son, mais en réalité, quand on prend les films de Griffiths, par exemple, qui sont des immenses chefs-d'œuvre, qui effectivement annoncent le parlant par l'abondance des dialogues écrits sur l'écran, mais les images se suffisent en elles-mêmes. Et ça amenait, ça obligeait, par la force des choses, avoir une image beaucoup plus expressive, l'attention du spectateur n'est pas distraite par ce qu'il entend, mais est concentrée par ce qu'il voit. Ou par le montage. Oui, enfin par tout ce qui en découle, mais oui, bien sûr, le montage, etc. Mais c'est l'image. Je pense notamment au cinéma muet russe et soviétique. Oui, c'est bien entendu. Cela dit, le son n'était pas totalement absent, puisque la plupart des films étaient accompagnés de musique dans les salles. Souvent c'était des petits harmoniums, des pianos, des pianos mécaniques, des petits orchestres quand on était plus riche, et puis quelquefois des grands orchestres. Et il y a eu des films qui ont été conçus, pas tous, loin de là, mais les grands films muets, certains grands films muets ont été conçus avec la musique. C'est-à-dire que, par exemple, les films de Fritz Lang, notamment Metropolis, il y a une musique qui a été composée spécialement pour le film de Edmund Meisel, et puis d'autres, et bien entendu les films d'Eisenstein. Avec Prokofiev. Oui, enfin non, avec Prokofiev c'est des films parlants. Oui, d'accord, pardon. Et ça pourra en reparler d'ailleurs de la musique dans le cinéma parlant. Oui. On imagine que la fascination, là pour le coup, qui est un des mots clés du macmahonisme, devait être beaucoup plus forte avec le cinéma muet, parce qu'on pénétrait vraiment dans un autre univers. La musique au cinéma, là aussi c'est une de tes évolutions. Avant tu étais assez hostile à la musique au cinéma. Non, je suis toujours hostile, mais enfin non, je ne suis pas hostile par principe, mais je ne comprends la musique au cinéma que dans des cas très précis. En tout cas, sur le plan des principes. Après, il peut y avoir des aménagements avec les principes. Mais soit il y a musique parce que la musique est présente dans la dramaturgie du film. Il est évident que quand Hitchcock fait une scène finale dans une salle de concert avec Doris Day qui chante je ne sais plus quoi, là on ne va pas couper le son, évidemment. La musique a un rôle dramatique et elle est présente quand Brad Pitt dans le très beau film de Terrence Malick met une symphonie de Brahms sur l'électrophone pour faire écouter à son fils, ça a un sens. Je pense à un bon exemple, c'est le Alexandre dans La Maman et la Putain, joué par Jean Carléo, qui met un disque de Fréhel quand il évoque Paris. Les 2 grands films d'Eisenstein avec Prokofiev, il est évident que dans Alexandre Nevsky et dans Ivan le Terrible, surtout Alexandre Nevsky, la musique de Prokofiev fait partie du film. C'est autant que l'image, donc c'est un dialogue du son et de l'image là qui est très 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 important. Et la musique de Prokofiev est un acteur du film en fait, un personnage presque du film. En revanche, ce que je rejette sur le principe, c'est la musique d'accompagnement, et en général qui est là
Ben, pour meubler, parce que l'image est faible, parce que la tension dramatique baisse, alors on la remonte artificiellement. Quand Duke Ellington joue au piano avec James Stewart dans Autopsie d'un meurtre, là c'est un bonheur, parce que ça n'a pas d'ailleurs une importance dramatique très forte, mais c'est une importance rythmique dans le rythme du film. C'est une pause, c'est une plage de repos dans la tension dramatique qui va repartir après, c'est génial. La musique chez Godard est bien utilisée aussi, parfois. Alors, c'est le seul point sur lequel je reproche quelquefois à Godard d'en abuser, justement. Avec des musiques un peu démagogiques. Avec parfois une ironie aussi, d'utilisation ironique de la musique. Ah non, mais bien entendu. Mais dans certains films, notamment dans Le Mépris d'ailleurs, il y a un peu trop de Dollerud, une musique un peu néoclassique, un peu... qui font un peu... je sais pas, c'est une musique un peu démagogique quand même. Utiliser Bach, comme ça se fait souvent quand même dans des films à prétention vaguement spirituelle, c'est un peu facile, parce que tu peux mettre n'importe quoi sur Bach, ça passe toujours, et tu as l'impression que c'est magnifique, génial et tout. Et ça, Et les morceaux pour piano l'œuvre pour piano de Schoenberg, où je trouve qu'il y a des effets à la Bach. Ah ben Schoenberg, oui, mais alors Schoenberg, il a tout pris, lui, il a pris l'héritage à la fois baroque, romantique, classique, et et ça ressemble parfois au partitas. Tout à fait, oui. C'est du Bach un peu déglingué parfois. Pas déglingué d'ailleurs. Non, c'est très construit. C'est très construit. L'érotisme au cinéma. L'érotisme, on a commencé. C'est presque le fondement du cinéma, parce que le cinéma ayant pour vertu de faire advenir une présence à l'écran, et une présence charnelle, méta-charnelle, je ne sais pas, mais il est évident que le cinéma était quasiment voué, dès sa naissance, à célébrer les femmes et l'amour, quoi. Donc le sexe. Ça, pour moi, c'est fondamental, le cinéma. Quelque chose qui n'est pas si éloigné de l'érotisme, le spirituel au cinéma, Dieu au cinéma, les grands... Ouais. Le cinéma est une espèce d'avatar de l'incarnation, en ce sens où l'esprit s'incarne à l'écran. On a ça dans certains films, on a ça effectivement chez Bresson, ça c'est évident, peut-être chez Dreyer. Tarkovsky peut-être. Tarkovsky, bien entendu. Bellatar aussi, puis d'autres, des films sur... il peut y avoir de très bons films sur la vie du Christ. Qui ne sont pas des films religieux, oui. Ni religieux, ni sans aucune spiritualité. Il y a eu finalement un assez grand nombre de bons films sur la vie du Christ. Il y a évidemment Pasolini, pas celui que je préfère, mais qui est pas mal. Enfin, donc, plus que pas mal, c'est quand même un très beau film. Parce que oui, alors, il y a le fameux débat sur acteurs et comédiens que je trouve un peu qui était parfois une tarte à la crème. Ah non, mais c'est pas une tarte à la crème, parce que moi je pense qu'il y a quand même des comédiens. D'abord, il y a aussi le débat comédien ou non comédien. Bresson et Gérard Blin, et d'autres d'ailleurs, enfin surtout eux, étaient très hostiles à l'emploi des comédiens. Je pense que c'est un peu un faux problème. Beaucoup de comédiens sont d'abord des comédiens, c'est-à-dire qu'ils font un numéro de comédie souvent très jouissif, très réjouissant, très convaincant, et puis il y a ceux qui vraiment réussissent à n'être que des acteurs, c'est-à-dire qu'on oublie leur personnalité, on oublie leur talent de comédien, on oublie leur métier. Et là, il faut devenir effectivement une présence. Tu penses à qui, par exemple? Je vais te donner un exemple très, très précis, très récent, il y en aurait bien d'autres. Là, nous avons vu à la télévision le dernier film d'une cinéaste française qui s'appelle Mia Hansen-Løve. Bon, c'est pas un nom très français, mais elle est française, qui a fait plusieurs films. Bon, j'avais pas du tout aimé son premier film, qui était joué d'ailleurs par le fils de Gérard Blin, par Paul Blin, qui s'appelait Tout est pardonné, et son dernier film qui s'appelle L'avenir, voilà. Un titre tout à fait paradoxal parce que le film montre l'inverse, enfin, c'est pas grave. Je pense que c'est voulu, avec Isabelle Huppert. Et là, je dois dire, alors le film est beau, enfin, c'est un très beau thème, très déchirant, sur la perte, sur le désespoir de vie, mais avec une sérénité en même temps, dans l'acceptation Et Huppert est absolument phénoménal, mais au sens propre du terme, c'est presque de la phénoménologie, parce que le moindre geste, quand elle prend un balai, quand elle ferme met sa clé de voiture dans sa bagnole,
tu as l'impression que ces gestes-là n'ont jamais été vus, jamais été filmés. C'est la première fois que ça arrive. Et là, c'est fantastique. Ça, c'est ça le cinéma. Alors là, que ce soit effectivement acteur ou pas acteur, ça n'a aucune importance. Mais des acteurs capables de se faire oublier au point de devenir un personnage qui apparaît pour la première fois à l'écran, qui fait pour la première fois des gestes qu'on n'a jamais vus depuis 1 milliard d'années, alors qu'ils ont été faits 1 milliard de fois par jour, ça c'est quelque chose qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans la peinture, dans certaines peintures. Mais est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui sont parfois bouffés aussi par leur personnalité? C'est-à-dire que il y a des films aujourd'hui qu'on voit avec Alain Delon, on voit Alain Delon et plus la personne qui doit représenter. Oui. On est d'ailleurs très heureux de voir on est Alain quand même Delon. content, oui, mais bien sûr. Mais Lucchini par exemple, qui est complètement bouffé. Oh non, par mais son non, mais personnage. alors lui il fait un numéro bon, qui est rodé, c'est presque du théâtre filmé ce que fait Lucchini, hein, c'est autre chose. Hein, c'est pas, pour moi, c'est pas du grand cinéma. Hein, et, alors que Delon, si. Parce que malgré tout, Delon, en tout cas dans les films de Melville et un ou deux autres, c'est plus Delon, c'est autre chose. C'est une création de Melville, et là il est formidable. Depardieu aussi, tout à fait capable de ça. Hein. Depardieu a ce don hein, de présence incroyable, quoi. Bien en scène Love, je dis, j'avais pas aimé son premier film, j'avais trouvé raté, avec une belle ambition mais raté, un acteur mal dirigé qui était Paul Blin, et là c'est un film miraculeux, quoi. Il y a des maladresses dedans, hein, mais là des maladresses qui sont tout à fait à l'honneur du cinéaste, parce que c'est des maladresses dues à une ambition qu'elle n'a pas toujours su maîtriser, mais ça va très haut. On dit parfois que la cinéphilie, en tout cas telle qu'elle pouvait se manifester dans les années 60-70, où il y avait toutes ces salles de cinéma qui étaient encore très fréquentées. Moi, à Paris maintenant, il y a encore peut-être 5 ou 6 cinémas d'arrêt d'essai où on fait des rétrospectives en dehors de la cinémathèque. Est-ce que tu aurais un conseil, une question peut-être naïve ou banale, mais un conseil à donner à un jeune de 20 ans qui aujourd'hui voudrait découvrir le cinéma? Est-ce qu'il faudrait qu'il soit très sérieux et qu'il voit des œuvres intégrales comme ça, ou non, où il n'y a aucune méthode? Je pense qu'il faut un minimum de méthode quand même. Je ne veux pas dire que la mienne était la bonne, mais elle n'a pas été si mauvaise quand même, qui consistait à se doter d'abord d'une certaine culture presque théorique quand même, pour avoir quelques balises, parce que pour apprécier un film, quand je dis l'apprécier, c'est pas seulement l'aimer, mais pouvoir l'analyser, comprendre comment, etc. Je pense qu'il faut avoir un minimum de base un peu théorique quand même, et avoir quand même quelques exemples. Je recommanderais toujours, en faisant quelques réserves bien sûr, mais les grands textes théoriques de Bourlet, des gens comme ça, qui sont quand même une clé vers le cinéma. Et après, il faut quand même essayer tout de même de se mettre dans la tête les grands moments d'histoire du cinéma, qui n'est pas si ancienne. Hein. C'est 130 ans, hein, même pas, je ne sais plus, 120 ans à peu près. Et de voir les chefs-d'œuvre consacrés et justement consacrés. Comment peut-on aimer le cinéma si on n'aime pas l'horreur de Murnau, si on n'aime pas Octobre d'Eisenstein, si on n'aime pas le Napoléon d'Abel Gance, si on n'aime pas, etc. etc. Il y a sûrement une 50aine de films qu'on peut difficilement ne pas avoir vus. La différence du cinéma avec les autres disciplines de création artistique, soit littéraire, musicale, etc., n'a pas de passé de véritable. La musique, on peut toujours, même en écoutant une musique contemporaine, moi je m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup la musique dite contemporaine, c'est toujours facile de dire, oui tiens, ça finalement, ça pourrait faire penser à Bach, à Couperin, à Schubert. Je me suis fait la réflexion pour une œuvre d'un compositeur italien, mort depuis longtemps malheureusement, Luigi Nono, qui est considéré comme un des maîtres en fait de la musique sérielle, enfin
contemporain de Boulez, Stockhausen, considéré comme un cinéaste assez aride, et c'est vrai que... Un musicien. Un cinéaste, c'est normal. Un musicien, un compositeur, assez aride, plus que Stockhausen, et plus que Boulez même, parce que c'est une musique très, très, très dépouillée, très dense, très concentrée. Moi j'ai du mal, ça m'intéressait beaucoup, je peux pas dire que ça me transportait, puis là, il y a quelques jours j'en ai écouté 2, et là j'étais en transe, quoi. Le mot de la fin, c'est qu'on commence à avoir faim. Non? Voilà. Je pense que c'est bien. Donc on va commencer, cher Michel. Il faut d'abord rappeler à nos spectateurs un petit peu l'occasion. Voilà, l'occasion de cet entretien, mais c'est pas grave. On est en Anjou, c'est normal qu'il y ait des bouteilles qui tombent. Voilà, exactement. On est en Anjou, c'est normal qu'il y ait des bouteilles qui tombent. Nous venons quasiment d'arriver d'ailleurs. Ouais, là c'est compliqué parce qu'il y a aussi des petites filles. Qui a un peu trop bu.